Ministre, bonjour. Je salue à nouveau nos invités pour parler de ces élections législatives, alors qu'aujourd'hui, La République en marche, le mouvement qui se veut demain le fer de lance de la majorité présidentielle autour d'Emmanuel Macron, a présenté une grande partie de ses candidats, non pas la totalité, 428 circonscriptions pour l'instant sur les 577 qui envoient donc des députés à l'Assemblée. On en parle avec ici même Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP, Gérard Legal, analyste politique, et Jean-Jérôme Bertolus, journaliste politique à l'Opinion. Merci à vous trois d'être avec nous. On va peut-être tout de suite jeter un œil au sondage, puisque IFOP en a réalisé un et publié durant le week-end, qui nous donne un rapport de force à l'avantage pour l'En Marche, qui confirme un peu les grandes masses de la présidentielle, mais en les accentuant. Oui, tout à fait. Alors, c'est une intention de vote avant le second tour, même si le second tour était quand même entendu, qui montre la difficulté du Parti socialiste, qui n'obtiendrait que 9% des voix au premier tour, qui montre une France insoumise en recul par rapport au score de Jean-Luc Mélenchon avec 16, et puis En Marche avec 22% contre 20% pour le FN et LR. 22-20-20, ça paraît relativement serré. N'oublions pas que le positionnement central d'En Marche pourrait lui être très favorable pour le second tour, puisque dans le cadre de duel PS En Marche, l'électorat de droite pourrait aller plus vers En Marche, et dans le cadre En Marche droite ou extrême droite, c'est les réserves de voix de la gauche qui iraient vers les candidats d'En Marche. C'est bien sûr avec beaucoup de prudence que je vous dis ça, la campagne n'a pas commencé et les compositions de l'offre électorale n'est pas encore complètement connue. Pour l'IFOP. Donc, un autre institut, Harris Interactif, lui, accentue même encore ces tendances, puisqu'il donne 29% pour La République En Marche d'Emmanuel Macron, 20% égalité pour les Républicains et le Front National, France Insoumise 14%, et surtout le PS très très bas. On a quasiment le score de Benoît Hamon, 7%. Ces chiffres, très rapidement, Frédéric Dabi, là, ce sont des chiffres génériques, on imagine, des chiffres nationaux. Harris est un institut de très grande qualité, et comme pour la projection de l'IFOP, il y a un point qu'il faut bien avoir en tête, ce sont des intentions de vote sur étiquette et non pas sur candidature réelle. Donc je dirais que les projections sérieuses, crédible, celle-là est sérieuse, mais elle a cette limite-là qui est de ne pas avoir, par exemple, dans la première circonscription de Paris, ou troisième, Jean-Christophe Cambadelis, etc., toute une série de personnalités implantées. Donc on ne mesure pas l'enracinement de tel ou tel candidat qui pourrait quand même éviter au Parti socialiste 7% pour le PS, ça veut dire 0 député. Le Parti socialiste n'aura pas 0 député le 10 juin prochain. C'est-à-dire qu'il y a deux difficultés. Il y a à la fois ce vote un peu, ce scrutin national. Il se trouve que la France n'est pas une circonscription unique, mais 577, avec un scrutin majoritaire à 2 tours. Autrement dit, il y a des reports de voix entre les 2 tours qui font que certaines forces, on imagine que la France insoumise 14%, le PS à 7%, c'est pas du tout le rapport final qu'on aura de députés dans l'hémicycle. Tout à fait. Il peut très bien y avoir une cinquantaine de députés socialistes et à peine 5 à 10 députés de la France insoumise. C'est intéressant de voir par rapport à la première enquête IFOP fiducielle la chute assez forte de France Insoumise par rapport aux 19% de M. Mélenchon. Ça peut encore beaucoup bouger, d'après vous, Gérard Legal? Ça peut encore beaucoup bouger. Moi, je n'aime pas beaucoup cette notion de cristallisation de l'opinion. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. En tout cas, c'est jamais vérifié 15 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois avant par rapport aux résultats finaux. Enfin bon, donc ça peut bouger effectivement. Simplement, ce qu'il va falloir observer, c'est les dynamiques de participation différentielles entre les différents candidats. Et c'est là que ça se joue, notamment campagne très courte, ombre portée de la présidentielle, bien évidemment. Donc il va falloir regarder ça de près. Mais ça favorise plutôt le camp du président d'un côté, ça défavorise l'opposition plurielle. On a quelques précédents quand même, 81, 88, 2002, 2007, 2012. Et donc le parti du camp vainqueur a une valeur ajoutée, à une prime en quelque sorte. Donc là, voilà, il y a un affaiblissement des vaincus de la présidentielle. Alors, après, qu'est-ce que c'est qu'être vaincu ? Pour le FN, je pense que c'est un échec, ce qui n'a pas été, à mon avis, assez souligné, parce que 21,3, c'est à peine 2 ou 3 points de plus que 2002, si on agrège Jean-Marie Le Pen et Maigret. Mais enfin, passons, c'est derrière nous. Donc là, le risque de ne pas confirmer, y compris même les 21,3, est grand, sous le contrôle de Frédéric. Et puis, du côté des Insoumis, son score de 19 est quand même une production d'affaiblissement très fort du PS qui paraît nous
être confirmée, mais aussi de l'absence de l'extrême gauche, l'absence des Verts, etc. Oui, puis il y a des circonscriptions où le Parti communiste est beaucoup mieux implanté historiquement et où on imagine que exactement. Donc il va y avoir cette concurrence-là, mais qui est une concurrence qui va être préjudiciable aux Insoumis, pas seulement électoralement. Et c'est un élément de la campagne. J'avoue que ça fait quand même pas mal de décennies que je suis la vie politique avec une extrême attention. Quand j'ai appris que le parti... Enfin, c'est pas tout à fait une surprise, mais enfin, quand même. Quand j'ai appris qu'entre le Parti communiste, ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord, là... Bon, donc ça, c'est un phénomène. Ce sont des phénomènes... pas autant, mais par rapport aussi à la sociologie des candidats d'En Marche. Donc tout ça est très important. Donc participation différentielle ou pas, la logique des 5 ou 6 élections que j'ai évoquées post-présidentielles, voilà, ce sont des éléments importants. Et la conduite de la campagne. Et c'est là que la nomination du Premier ministre est importante. Car en principe, c'est le Premier ministre qui conduit la campagne. Hein, il est le patron de la majorité présidentielle, concept un peu obscur, mais enfin on voit bien ce que ça veut dire. Voilà, et donc c'est lui qui va faire la campagne. Alors on verra quelle va être juridiquement la composition du gouvernement. Est-ce qu'il y aura des ministres d'État, de gauche, si comme il est probable, le Premier ministre ne soit pas de gauche, donc soit quelqu'un... Ou issu de l'entourage d'Emmanuel Macron ou de droite, oui, c'est ce que vous donc dites. l'idée je sais pas, d'un ministre d'État de gauche et de droite ayant des activités gouvernementales, bien évidemment. Donc il est toujours dans la quête de l'équilibre et, alors au risque de paraître subjectif, de l'authenticité par rapport à ses principes. On verra jusqu'à combien de temps ça dure. Hein. Ça veut dire par exemple que une Sylvie Goulard ou Édouard Philippe, enfin on voit des noms qui circulent en ce moment, ça pourrait, Jean-Jérôme Bertolus, amoindrir le score au final d'LR en démobilisant une partie de l'électorat de droite ? Oui, enfin c'est difficile de savoir exactement quel impact ça pourra avoir, mais clairement en termes politiques, effectivement, un Édouard Philippe, c'est aussi pour fractionner LR qui aujourd'hui... Le maire du Havre, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est proche d'Alain Juppé. Voilà, exactement. C'est un quadra, lui-même fait partie de cette nouvelle génération... Ancien du PSU. Oui, et puis un ancien rocardien, absolument, absolument. Quoi, le rocardisme mène à tout. Il est partout, il disait que c'était comme le sucre dans l'eau. Tout comme Michel-Édouard Leclerc ou Laurence Parisot. Comme quoi, le PSU peut mener à... J'y crois moins, là. Et donc, c'est clairement fait pour fractionner cette droite qui, pour l'instant, résiste justement jusqu'aux législatives. On voit bien qu'il y a quand même... qu'il y a aussi des différences idéologiques à droite, que c'est compliqué de vivre dans la même maison, que certains se focalisent sur un socle identitaire, régalien, sécuritaire, une droite véritable qui va frontalement contre le FN, et une autre droite beaucoup plus humaniste, beaucoup plus sociale. Et c'est ça la présence d'Édouard Philippe comme Premier ministre. Avec quand même des petites réserves, c'est que tout ce qu'on dit sur les législatives, il y a aussi l'environnement immédiat. Et l'environnement immédiat, par exemple, si on prenait Édouard Philippe, quel que soit son côté brillant, c'est quelqu'un qui n'a jamais exercé de responsabilité gouvernementale. C'est quelqu'un qui ne s'est jamais frotté véritablement à l'Assemblée. Jean-Marc Ayrault, et on a vu le résultat. Si c'était ça. À l'envers. Qui lui avait une grosse responsabilité à l'Assemblée nationale. Par ailleurs, Emmanuel Macron, il va commencer avec les ordonnances sur la loi du travail. Dès la semaine prochaine, lui ou son nouveau Premier ministre va rencontrer les syndicats. Donc très vite, ça va se cristalliser. Donc ce que je veux dire, c'est que là... Ça plaide pour un Richard Ferrand ? Parce qu'on entend différents noms qui circulent. Mais... Oui, enfin ça peut éventuellement plaider. Je veux dire, à mon avis, je vais vous dire les choses telles que je les ressens. De toute façon, c'est une équation insoluble pour Emmanuel Macron. De toute manière, il n'y a pas de candidat idéal. Donc Richard Ferrand, il a des qualités, mais il ne coche pas non plus toutes les cases. Hein. Alors, juste pour illustrer... Pardonnez-moi, pour résoudre l'équation, il y a le plus brillant mathématicien français qui est dans les candidats. Donc, à mon avis, l'équation, il peut la résoudre. Oui, alors pour illustrer quand même les difficultés du paramètre de l'équation, je fais réagir Frédéric Dabi tout de suite. On voit deux réactions très différentes. Celle de Manuel Valls, soulagé sans doute de ne pas avoir face à lui deux candidats En Marche qui saluent la décision du parti présidentiel de ne pas lui opposer de candidat, même s'il n'obtient pas l'investiture.
investiture. Et en revanche, et ça c'est une surprise, François Bayrou, lui, n'est pas content puisque il le dit, la liste qui a été publiée aujourd'hui par En Marche n'a pas l'assentiment du MoDem, contrairement à ce qu'avait laissé entendre Richard Ferrand aujourd'hui à la demande des journalistes. François Bayrou qui en appelle à Emmanuel Macron pour permettre, dit-il, des investitures communes. Autrement dit, pour François Bayrou, alors il n'y a pas d'investiture commune. C'est une information extrêmement importante que vous nous apprenez là, dans la mesure, oui, François Bayrou, c'est un des artisans de la victoire d'Emmanuel Macron. Dans notre ligne fiduciaire, notre enquête quotidienne que nous avons menée du 30 janvier à la veille du second tour, on voit très bien la hausse spectaculaire d'intention de vote en faveur d'Emmanuel Macron une fois que François Bayrou l'avait rallié. C'est vrai que je partage ce qu'a dit Jean-Jérôme sur ce côté équation très compliquée pour Emmanuel Macron quand on est sur ce positionnement central. Les trois sources, si on revient, parce que je pense qu'il faut y revenir au premier tour de l'élection présidentielle, les trois sources du vote Macron, c'est 50% d'électeurs Hollande 2012, c'est un électorat de gauche qui a voté pour Emmanuel Macron, 50 à 60% d'électeurs Bayrou, et c'est 20% d'électeurs de Nicolas Sarkozy, 4-5 points, qui ont terriblement manqué à François Fillon et qui l'ont empêché d'être au second tour. Donc il y a des signes envoyés à cette gauche réformiste avec Manuel Valls qui est pas si humilié que ça, on va dire. Si François Bayrou est mécontent et si les électeurs venant de la droite ont le sentiment qu'ils ne sont pas représentés, a fortiori avec une absence de Premier ministre de droite, là, les choses pourraient devenir très compliquées pour le nouveau président. Est-ce qu'on a raison de le lire comme ça, c'est-à-dire en apport des différents partis traditionnels vers Emmanuel Macron, c'est-à-dire finalement une grille de lecture, et je me mets moi-même dedans, qui est celle de la politique à l'ancienne, ou est-ce qu'au contraire, il faut le voir comme semble le voir aujourd'hui les macronistes, ou en tout cas l'entourage d'Emmanuel Macron, il y a un besoin de renouvellement qui va au-delà des lignes de clivage, et donc il ne faut pas rester dans ces lectures traditionnelles. Autrement dit, les François Bayrou ou autres sont un peu les mauvais coucheurs de l'ancienne politique. Non, pas vraiment, parce que vraiment, c'est fondamental, ce que dit Frédéric Dabi. C'est lui qui lui a permis de passer le socle, d'atteindre les 25, et d'ailleurs, c'est pour ça quand François Bayrou n'est pas content. C'est qu'il estime qu'il n'est pas payé en retour. Et pourtant, il semble... Attendez, il semble qu'il avait 30 circonscriptions imperdables. 30 circonscriptions. Plus d'une soixantaine, effectivement, de candidats MoDem investis. Donc, il était bien servi. Je peux vous dire aussi que cet après-midi, il y en avait un qui n'était pas content, c'est Emmanuel Macron. Dès les premiers couacs sur la liste, c'est-à-dire dès effectivement le fait que d'abord, vous avez vu, présentation avec 1 heure de retard, etc. Et puis, très vite, des gens qui sont investis En Marche, qui font des communiqués en disant « Ah, mais moi, je ne suis pas du tout En Marche. Je reste PS, je reste PRG. » Donc, effectivement, c'est pas terrible. Je sais qu'il y a des grandes lignes de force pour les législatives, mais il y a aussi, on va dire, l'emballage. C'est l'amateurisme, c'est ça qui a été une grille de lecture du quinquennat de François Hollande, je parle sur le contrôle général, quasiment dès le début, ou presque. Et attention à ne pas, je dirais, réveiller, réactiver cette mauvaise petite musique. Maintenant, pour définitivement répondre à votre question... C'est vrai que la situation de Bayrou est un petit peu différente, mais sur les autres, la double appartenance, ça ne sert qu'à casser précisément l'ancien système. C'est clair que s'il veut des candidats LR, c'est pas pour maintenir LR, c'est pas pour maintenir le vieux système, c'est pour faire exploser le système. Il n'en voulait pas de la double appartenance pendant très longtemps. Non, c'est pas la double étiquette, c'est pas la double investiture, pardon, c'est la double appartenance. D'accord. Voilà. Gérard Le Gall, ce qui est en train de se passer, là où on voit effectivement des frottements au sein de ce qui aurait pu être la majorité et la coalition. Non, mais on peut faire de l'orfèvrerie avec une loupe pour accentuer. Alors tout le problème, c'est la bonne focale. Je ne sais pas si on exagère dans l'importance de là, je ne sais pas. Est-ce que c'est pas la preuve, finalement, par l'absurde, que Emmanuel Macron avait raison de ne pas vouloir d'accord d'appareil? Finalement, le seul accord d'appareil, celui avec le MoDem, s'avère peut-être plus compliqué que prévu. On peut aussi ne pas vouloir de la pesanteur, mais elle existe quand même. Donc, il y a quand même... Il n'est pas hors sol. Il a une volonté, ce que j'appelle une authenticité incontestable. Il y aura quelques petites... éléments qui viennent nuancer tout cela, mais enfin bon, le problème c'est quand même, et attendons les prochaines enquêtes d'opinion, pas simplement d'attention de vote, les prochaines enquêtes de popularité vont être capitales, parce que le grand régulateur dans cette affaire, c'est l'opinion. Pourquoi? Parce que lui, il va obtenir, à mon avis, un bon score, une fois de plus sous le contrôle de Frédéric, mais chez des gens qui ne sont pas des sympathisants durs de chacun des camps. Il va vouloir jouer cela, on voit
bien sa communication. Et puis il y a un élément qu'on n'a pas abordé tout à l'heure, c'est quand même, alors là c'est de la technique politique, mais quand même les configurations de premier tour. C'est-à-dire, on ne va pas répéter, mais le mode de scrutin à 12,5 des inscrits, dans le fond, celui qui va arriver premier, deuxième ou troisième, et alors là, il y a un petit avantage tendanciel pour les Républicains parce qu'ils sont seuls à droite, sous réserve de quelques candidats divers ou de concurrence, alors que la concurrence sur le flanc gauche est terrible. Ouais. Et donc c'est une bataille et il faudra que si Emmanuel Macron souhaite obtenir la majorité absolue, ce qui paraît être le cas, il faudra quand même que là, dans la communication, les mécanismes de vote utiles, on va revenir sur le vote utile, ou le vote stratège, soient impliqués dans la campagne électorale. Pour dire, attendez, les 4 peuvent être totalement absents du second tour dans une circonscription, ou alors, donc, il faut promouvoir, etc. Après, c'est un débat, enfin, c'est un discours à construire. Un mot quand même du PS et de la France Insoumise, puisque là on voit aussi des chiffres qui sont assez ravageurs pour le Parti Socialiste. Est-ce que là c'est vraiment on va vers la catastrophe au PS, ou bien est-ce qu'il y a une stratégie qui est en train de s'ébaucher ? La stratégie, pardon, Jérôme, c'est le sauf qui peut. Le PS est marqué par le score catastrophique de Benoît Hamon au premier tour de l'élection présidentielle. Le plancher, si je puis dire, le plus récent, c'est 57-58 députés de mars 93, la fameuse défaite historique du Parti socialiste, finissant la première partie du deuxième septennat de François Hollande. Le PS, comme pour la présidentielle, alors peut-être que ça changera, mais il me semble, être pris en étau entre ce parti En Marche qui recycle énormément d'électeurs socialistes passés et la France insoumise, avec en plus le contexte, par rapport à ce que vous disiez sur les négociations et le torchon qui brûlait entre le Parti communiste et France Insoumise. France Insoumise veut, pardon de ce terme, exterminer le Parti communiste, éradiquer Europe Écologie Les Verts en ne conduisant aucun accord. Donc on voit très bien l'étau dans lequel se trouve le Parti socialiste. Par quoi peut-il être sauvé ? Malgré tout, par ses sortants, par des députés enracinés, mais la tâche me semble extrêmement compliquée. C'est pas facile partout. Illustration, alors évidemment, c'est un combat sous les projecteurs. La 4e circonscription des Bouches-du-Rhône à Marseille, où a choisi d'aller Jean-Luc Mélenchon, alors même que sur place se trouve, oui, c'est ironique, Patrick Mennucci, qui lui reproche d'avoir fait fi d'une certaine manière de son opposition au Front National, beaucoup plus puissant dans d'autres régions de la ville. On sait, l'un des maires, Stéphane Ravier de la ville, est FN, mais ce n'est évidemment pas dans cette circonscription-là des Bouches-du-Rhône. Écoutez l'affrontement aujourd'hui entre les deux hommes par micro interposé. Pour moi, c'est une clarification. C'est le fait que Jean-Luc Mélenchon veut éviter de s'affronter au Front National et à la droite, puisqu'ici, le Front National fait 14%. C'est même la circonscription de PACA où le Front National est le plus faible. Il n'y a absolument aucune possibilité que le Front National soit au deuxième tour. Et donc, il veut s'affronter à la gauche. Je suis légitime partout, d'une façon générale, mais spécialement ici. Il ne faut même pas oublier que la première fois que j'ai mis le pied sur la terre de France, c'était ici. Alors, retour aux sources, en quelque sorte. Jean-Jérôme Bertolus, on se souvient de Jean-Luc Mélenchon allant la fleur au fusil à Hénin-Beaumont, affronter sur ses terres Marine Le Pen. Mal lui en a pris à l'époque. Il a compris depuis, ou il choisit d'une certaine manière là le moindre risque, ou est-ce qu'il y a quand même un certain panache de sa part à aller affronter Patrick Mennucci à Marseille ? Non, on ne peut pas dire qu'il y ait énormément de panache, puisque c'est non seulement l'une des circos de Marseille, mais l'une des circos de l'ensemble de l'arc méditerranéen, où, au premier tour de la présidentielle, la droite fait un très mauvais score, autour de 14, et le FN fait un très bas score, autour de 10. Donc, quand Patrick Mennucci dit « il n'y a aucune chance qu'au deuxième tour, finalement, ce soit un combat France Insoumise », contre extrême droite, France Insoumise contre droite, il n'a pas tort. Mais donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, c'est exactement ce qu'on disait avant d'écouter Jean-Luc Mélenchon et Patrick Mennucci. Il a décidé d'éradiquer le PS qui aujourd'hui est en situation d'extrême faiblesse, non seulement à cause du score, ou plutôt le score rentrant en ligne de compte, le 6,5 d'Hamon, mais parce qu'on voit que toutes les forces centrifuges sont aujourd'hui à l'œuvre. Quand la maire de Paris lance son propre mouvement, elle a beau dire c'est juste un mouvement citoyen, mais enfin, qu'est-ce que les gens
comprennent, mais on ne comprend plus rien là, ce qui se passe au PS. Donc c'est difficile d'aller voter même pour des gens très enracinés. Patrick Mennucci, c'est quelqu'un de très enraciné à Marseille, mais forcément les candidats socialistes vont pâtir de ça. Gérard Le Gall. Oui, non, mais la tripartition est en marche. Alors, on a hésité, bipolarisation 2007, tripartition ou tripartisme, puis après quadri, puis après quinquat. Mais là, toute l'analyse converge vers un écrasement du Parti socialiste, l'affirmation des Insoumis, peut-être pas à 19%, En Marche qui s'affirme, on verra après le score, et puis le Front National et... On va voir si la droite ne devient un élément marginal ou si, comme on peut le penser, donc ça ferait la quadripartition, si elle peut, parce que le score de Fillon, qui est un très mauvais score, c'est le plus bas sous la Ve République de la droite parlementaire, même si on ajoute pour le premier tour Dupont-Aignan, mais ça ferait 4 forces, et là le PS, qui était quand même la plus grande force pratiquement depuis 30 ans. C'était l'une des forces dominantes. Là, donc, le système s'éclaircit tragiquement pour le Parti socialiste. Merci beaucoup. C'était le mot de la fin. Malheureusement, le temps nous manque. Merci à Gérard Le Gall, à Frédéric Dabi et à Jean-Jérôme Bertolus d'avoir été à mes côtés pour ce débat. Restez avec nous. L'actualité continue, cette fois vue du net sur France 24. Voilà le débat qui continue entre nous en plateau et avec Anthony Saint-Léger pour un œil sur les médias. Bonjour Anthony. Bonjour Raphaël. Les législatives avec le premier tour, on l'a dit, dans un mois. La République En Marche qui a dévoilé aujourd'hui ses investitures dans 428 circonscriptions. La France, je vous le rappelle, en compte 577. Autrement dit, il en reste 149, même si le sort de Manuel Valls, on le sait, est réglé, donc 148. Et justement, un sort de Manuel Valls, puisque c'était l'une des candidatures les plus scrutées, celle de Manuel Valls recalée, donc il n'est pas investi, mais aucun candidat ne sera toutefois présenté face à lui. C'est ce qu'a tenu à préciser le secrétaire général du mouvement, Richard Ferrand. Une manière d'éviter l'humiliation pour ce candidat, un rejet oui, mais un rejet non, pour ce internaute, pardon, un rejet oui, mais un rejet non humiliant. Valls placé même, selon ce journaliste du Figaro, dans un sas de décontamination, plus vraiment au PS, pas encore dans la République En Marche. L'ancien Premier ministre qui a salué cette décision sur son compte Twitter. C'est donc en homme libre et fort que je vais agir désormais. Valls plutôt condamné à marcher seul pour ce dessinateur. Bon, je vais marcher seul alors, puisqu'on m'a claqué la porte d'En Marche. Autre annonce faite par le secrétaire général de En Marche, c'est le respect de la parité totale, 214 hommes et 214 femmes, et aussi 52% de candidats sans antériorité politique. Parmi eux, Mourad Boudjelal, le président du Rugby Club de Toulon. En tout cas, c'est ce qu'on a cru, puisqu'il a annoncé dans Var Matin, démenti être candidat. Je suis sensible à cette proposition, a-t-il déclaré, mais ce n'est pas mon ambition. Ça a d'ailleurs été confirmé, une erreur reconnue par le mouvement En Marche d'après cette journaliste qui aurait fait un mauvais copier-coller. Autre démenti, cette fois-ci, de Augustin Augier qui précise qu'il n'est pas candidat, lui, pour En Marche, contrairement à ce qu'avait annoncé le mouvement. Et la liste continue puisque le député maire socialiste François Pupponi annonce aussi qu'il n'est pas candidat. En tout cas, En Marche, puisqu'il sera bien candidat à Sarcelles, qui était l'ancien supplément de Dominique Strauss-Kahn. Exactement, ancien FEF aussi. Sa première adjointe de Dominique Strauss-Kahn. Exactement. Il briguera donc la candidature socialiste, c'est ce qu'il tient à préciser. Il y a un autre loupé, c'est le député du Parti radical de gauche, Stéphane Saint-André, lui qui décline cette investiture au sein de En Marche, annonce faite sur son compte Facebook. Il est inquiet notamment d'une éventuelle nomination d'Édouard Philippe comme Premier ministre. Et puis, dernier couac, c'est annoncé candidat, c'est le député de La Réunion, Thierry Robert, qui sera rayé de la liste des candidats En Marche en cause d'une condamnation en 2016 pour diffamation. Or, c'était un des critères du mouvement, il fallait que les candidats aient un casier judiciaire vierge. À gauche, on l'a dit, Jean-Luc Mélenchon lui était à Marseille pour arpenter ces terres où il compte se présenter, une manière de découvrir la ville. Enfin, pour lui, il dit qu'il ne l'a pas découverte aujourd'hui, puisque c'était notamment par Marseille que Jean-Luc Mélenchon est rentré en métropole dans les années 60. En tout cas, il affrontera le député socialiste sortant, Patrick Mennucci. Oui, un choix qui n'est pas anodin, puisque c'est dans cette 4e circonscription qu'il est arrivé en tête au premier tour de la présidentielle. Mais les circonscriptions n'appartiennent à personne
personne à part leurs électeurs. Ce n'est pas la circonscription de Patrick Mennucci, a tweeté Jean-Luc Mélenchon. Patrick Mennucci qui critiquait dès hier cette décision de la France insoumise. Il y voyait un combat de la gauche contre la gauche. Et Jean-Luc Mélenchon rejette, lui, justement, vous en parliez, les accusations de parachutage, ici, comme partout ailleurs. Je suis dans mon pays. Sa décision, d'ailleurs, tout à fait légale, puisqu'il ne faut pas habiter dans une circonscription ce n'est pas en tout cas un des critères que prévoit la loi pour être candidat. Et le député est un élu national, et non pas local. Contrairement au sénateur, par exemple. Exactement. Sénateur, il était d'ailleurs sénateur de l'Essonne auparavant. Mais c'est vrai aussi que dans les faits, les candidats utilisent souvent leur ancrage local ou leurs origines. Alors un parachutage qui n'est pas toujours bien vu. Certains ont préféré s'en amuser. C'est le cas de cet internaute ou encore de celui-ci. D'autres, au contraire, ne trouvent pas la situation amusante. C'est un manque de courage et d'honneur pour ce tweeto. Pour cet autre internaute, il compatit, lui, avec les électeurs de la France insoumise qui voulaient changer la politique et qui assistent impuissants au parachutage de Mélenchon. Pour cet autre, cette fois-ci du côté des politiques, regret socialiste. Aussi pour Alexis Bachelet, le député socialiste. Pratique détestable, nous dit-il. Un choix peu courageux pour le sénateur Luc Carvounas, un nouveau tome dans son guide du routard électoral. Et de son côté, pour finir, Pierre Laurent du Parti communiste préfère relativiser, alors que les négociations au niveau national entre le PCF et la France insoumise sont plutôt au point mort. Le PCF qui d'ailleurs propose aujourd'hui de retirer la candidature de son candidat dans cette 4e circonscription face à Mennucci et Mélenchon donc. Merci beaucoup Anthony, restez avec nous tout de suite. Un nouveau journal sur France 24.